merci de me donner l'opportunité de parler. Tu souhaitais que je fasse un lien entre la citoyenneté et la RSE, responsabilité sociétale. Alors, je vais faire ce lien, évidemment, rapidement, mais à partir d'une petite histoire personnelle qui date d'il y a 11 ans. On est en 1991, et deux événements me marquent. Premier événement, c'est que j'organise la première plénière qui réunit 200 dirigeants d'entreprises sur le thème de l'environnement. Pas sur le thème du développement durable, sur le thème de l'environnement. Et je fais venir notamment le porte-parole des Verts, plus différentes organisations environnementales. J'étais à l'époque au Bureau national du Centre des jeunes dirigeants, CJD, qui est reconnu comme étant plutôt des patrons trublions et plutôt un peu impertinents, donc avec une certaine ouverture d'esprit. Eh bien, heureusement qu'on n'avait pas prévu les cajots de tomates à l'entrée, car le pauvre porte-parole des Verts serait sorti tout rouge. Donc les gens ont hurlé de rire, les dirigeants hurlaient de rire, de penser qu'on pouvait, comment ça, entre nous, personnes sérieuses, entreprises, parler de cette thématique complètement anecdotique et complètement ridicule qui était l'environnement, perçu, évidemment, l'environnement, c'était donc il y a 21 ans. Vous voyez le chemin parcouru. Deuxième anecdote de cette année 1991, c'est que toujours en tant que membre du Bureau national du Centre des jeunes dirigeants, on s'est gratté la tête exactement il y a 21 ans, donc c'était en novembre de 91, pour savoir quel serait le thème de notre prochain congrès, juin 92, à Nantes. Et on s'est retrouvé, parce que ça n'intéressait pas grand monde, on s'est retrouvé à 3, à travailler toute la nuit, pour se dire quelle pourrait être la thématique. Et tous les trois, à force de discuter, on s'est dit, tiens, ça serait peut-être intéressant qu'on puisse proposer un thème sur la citoyenneté de l'entreprise. Ça ne s'était jamais dit, et ce mot n'avait jamais été prononcé jusqu'alors. Et donc on a fait du thème du CJD national en juin 92, le thème de l'entreprise citoyenne, qui est devenu, qui a eu les aventures que vous connaissez. Alors, à partir de ces deux événements que je mets en perspective par rapport à là où nous en sommes aujourd'hui, je voudrais donc en tirer un regard, en tout cas c'est mon regard, sur l'évolution. Puisque l'entreprise citoyenne à l'époque, que nous avions promue et sur lequel nous sommes beaucoup engagés, 3000 entreprises se sont engagées sur cette thématique à l'époque, donc était basée très très proche du pacte civique, c'est-à-dire très proche d'un énoncé de valeurs et de dire ben, la société nous environne, une entreprise ne peut pas vivre sur une île déserte et que plus le territoire est prospère et plus l'entreprise sera prospère. Donc il y avait cette dimension et cette conscience-là. Et donc beaucoup des dirigeants du CJD se sont engagés pour contribuer à une citoyenneté sur leur territoire. Majoritairement des PME, mais aussi quelques grandes entreprises. Depuis 21 ans est arrivé le Sustainable Development, développement soutenable et non pas durable, et puis plus récemment la responsabilité sociétale de l'entreprise, Sustainable Development étant la cible et responsabilité sociétale étant le chemin. Et quelle est la différence notable entre l'entreprise citoyenne et la responsabilité sociétale? Une différence extrêmement importante, puisque donc je me suis permis de faire un petit travail d'analyse entre le pacte civique et puis un cadre de référence international qui d'ailleurs vient d'être repensé il y a exactement une semaine à Genève, où j'étais présent, avec mes petits copains internationaux, où nous avons développé ce cadre de référence pendant 6 années, avec 100 pays et 6 parties prenantes, qui s'appelle effectivement ISO 26000, Social Responsibility. Et donc, ce que j'ai trouvé en faisant ce comparatif entre le pacte civique, qui est un cadre de référence de valeur, vous l'avez dit, et le Social Responsibility, qui est un autre cadre de référence international, multi-parties prenantes, c'est qu'en gros, le pacte civique, on retrouve 50% des engagements qu'on retrouve dans l'ISO 26000, mais 50% des postures et des pratiques et des enjeux qui sont formulés dans l'ISO 26000, on ne les retrouve pas dans le pacte civique. Donc il y a manifestement un travail de convergence à faire. Et donc je dis ça pour dire que... je sais pas que je... Moi j'ai les slides, mais j'ai oublié de les passer. Vous les aviez pas. On est toujours entre entreprise citoyenne et RSE sur une question clé, c'est comment l'entreprise améliore sa relation avec la société, sauf qu'on a quand même une différence qui me paraît importante, c'est que le pacte civique me paraît être orienté sur des modes de comportement et sur une posture importante, qui est la posture d'intégrité, alors que la responsabilité sociétale est orientée beaucoup plus sur les enjeux sociétaux. Vous me direz c'est la même chose, mais en fait le point d'entrée n'est pas tout à fait le même.
Et donc, la question des enjeux sociétaux, c'est en fait, nous avons à 100 pays, donc vous imaginez dans la salle, il y a des Africains, des Chinois, des Américains, des Français et des 5 continents qui se mettent d'accord par consensus sur qu'est-ce que c'est que le développement de la société humaine. Et on se met d'accord sur 7 enjeux, l'environnement n'étant qu'un enjeu sur 7, il y en a donc 6 autres, autour de l'ancrage territorial, autour de la relation aux salariés, autour des questions qui touchent le consommateur, etc., etc. Et donc qui pose en fait la question, comment une entreprise peut-elle être responsable au regard des impacts qu'elle génère sur le développement de la société? Nous avons tous, individuellement ou collectivement, nos organisations ont toutes des impacts positifs et négatifs sur les différents enjeux de la société. Nous sommes une cellule vivante d'un écosystème, et notre cellule, selon la manière dont elle se comporte, eh bien, elle fait grandir, elle enrichit l'écosystème, ou au contraire, elle est un cancer pour l'écosystème. Et donc, ce cadre de référence ISO 26000 permet d'exprimer cette relation qu'il y a entre, d'un côté, le développement de la société, et de l'autre côté, les pratiques de nos organisations. La question qui est donc posée par la responsabilité sociétale, qui peut d'ailleurs tout à fait s'asseoir, être ancrée sur des valeurs avec le pacte civique. Nous avons une entité qui travaille la RSE, un groupe de travail Jean-Baptiste de Foucault m'a demandé d'ailleurs de travailler bien. Sur l'implantation du pacte civique dans les entreprises. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce travail de vérifier la convergence. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement de regarder comment une organisation, une entreprise, mais tout type d'organisation, peut-elle intégrer dans ses pratiques professionnelles une posture qui lui permet d'être, je dirais, moins citoyenne, mais plus responsable, avec la nuance que j'ai faite tout à l'heure, sur, en fait, comment peut-elle piloter ses propres impacts sur la société, sur les enjeux de développement de la société. Et donc c'est comment elle peut intégrer dans ses pratiques et dans sa stratégie, intégrer cette posture qui fasse qu'elle puisse... alors, je vois qu'il y a un slide qui n'est pas passé là, donc bienvenue au club, qui fait que l'intégration... c'est dommage parce que c'était un slide, je vais vous donner de l'eau aux babines, qui permettait de visualiser une posture que je pratique tous les jours, je l'ai pratiquée encore hier chez un papetier, qui permet vraiment d'intégrer dans ses pratiques et dans sa stratégie une posture qui permet de moins impacter ces enjeux sociétaux. Considérez que vous avez, je le trace avec 2 axes, vous avez un axe vertical qui représente la façon dont vous créez de la valeur économique, et sans valeur économique, l'entreprise disparaît. Donc c'est aujourd'hui une règle du jeu non négociable, aujourd'hui, telle qu'elle est. Et puis vous tracez un axe horizontal qui traduit la façon dont l'entreprise crée de la valeur pour la société. Avec toute cette question redoutable, qu'est-ce que c'est qu'une valeur créée pour la société ? Qui détermine que l'entreprise a créé de la valeur ou elle a dégradé de la valeur? Et encore plus difficile, comment on fait pour évaluer qu'il y a eu de la valeur qui a été créée? Et donc, si vous tracez ces 2 axes, vous avez donc une diagonale qui émerge, qui est en fait, c'est difficile de le faire sans slide, mais vous avez donc cet axe création de valeur économique, création de valeur sociétale, et cette diagonale exprime le fait que chaque action, chaque pratique que vous mettez en place permet à la fois de travailler sur vos propres impacts, et plus vous allez répondre aux questions que pose la société sur vos pratiques, plus vous allez créer de la valeur économique. C'est ça le principe. Et donc c'est ça qu'il s'agit effectivement d'intégrer dans votre stratégie et dans vos pratiques professionnelles. Alors, j'en arrive, là je n'étais pas encore au cœur de mon sujet, j'en arrive au cœur du sujet, c'est que pour pouvoir répondre aux questions qui sont posées par les acteurs de la société sur votre organisation, ça nécessite d'avoir une maturité, on va appeler maturité sociétale, maturité en relation avec la société. Et donc on en arrive au cœur du sujet de notre petite table ronde, c'est qu'il y a pour moi 2 dimensions qui sont nouvelles, ou plus exactement qu'il va falloir retrouver, redécouvrir. Car ces dimensions, pour avoir vécu plusieurs années dans des peuples sources ou peuples premiers, c'est pratiqué tous les jours de façon évidente. Nous l'avons oublié dans nos sociétés dites modernes. Dimension transactionnelle et maturité relationnelle, Guy, ça va te faire plaisir, j'imagine. Maturité transactionnelle. Nous,
quand nous vendons un produit ou quand nous vendons un service à un client, nous essayons d'apporter une offre qui correspond le mieux possible à sa demande, et en échange de quoi, ce client m'apporte un billet de banque ou un virement bancaire. Et donc l'unité de transaction technico-commerciale est un euro, un yuan, un dollar, peu importe. Sur la dimension sociétale, il y a une attente, il y a une demande par la société que les cellules que constituent les entreprises ne soient pas des cellules cancéreuses, mais plutôt au contraire des cellules qui enrichissent la société. Et donc il y a cette demande. Quelle offre nos sociétés, nos entreprises, pardon, apportent à cette demande? Il y a une transaction qu'on peut appeler transaction sociétale. Et l'unité de compte de la transaction sociétale n'est certainement pas un dollar, un yuan ou un euro. La transaction va être basée sur une confiance. L'unité de compte, c'est la confiance ou une acceptabilité de mon entreprise par vous. Et ça, autant je sais mesurer, et je vais aller chercher un expert comptable, donc j'irai le chercher, pour aller mesurer le nombre d'euros que j'ai gagné. Par contre, je ne sais pas mesurer le nombre de confiance que j'ai récupéré. Est-ce que ceux qui ont des enfants peuvent lever la main? Je voudrais vous poser une question. Combien vous aimez vos enfants? Qui c'est qui peut me répondre combien vous aimez vos enfants? Comme ça, d'accord? Mais ça, écoutez, soyez pragmatique, donnez-moi des chiffres. 5 sur 5. Mais c'est quoi 5? Pas de valeur. À l'infini. À l'infini. Ouais, mais soyez concrète, madame, soyez concrète. Pas de valeur parce que des chiffres. Est-ce que vous pouvez manager vos enfants sans être capable d'évaluer combien vous les aimez? Vous savez les manager? Oui? Mais comment vous pouvez manager sans avoir précisément des indicateurs du taux d'amour que vous avez pour eux? On n'a pas besoin. Ah, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Vous êtes en train de dire que sur l'essentiel, vous n'avez pas besoin d'indicateurs et que vous n'avez pas besoin de manager l'essentiel? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ça s'appelle le capital immatériel. Ah, intéressant. Donc, autrement dit, sur cette transaction sociétale, qui constitue l'essentiel, ce que nous a rappelé Guy en début de matinée, peut-être faut-il se poser la question qu'on pourrait piloter nos transactions sociétales sans être capable de le mesurer, puisque, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on puisse mesurer la quantité d'amour que nous avons pour chacun de nos enfants et pour tous ceux que nous aimons. Donc, autrement dit, deux choses qui apparaissent ici, c'est cette dimension transactionnelle sociétale nécessite d'ouvrir le champ de l'évaluation de performance. Même depuis très longtemps, on a entendu que tout ce qu'on ne savait pas mesurer, on ne savait pas le manager. Erreur, mon cher Watson, puisque l'essentiel ne se mesure pas. Donc, il va falloir apprendre à évaluer et à piloter des éléments que nous ne savons pas mesurer. Ouïe aïe aïe. Génial. Comment tu disais? Polaille. Ouais, au polaille. Deuxième chose, maturité relationnelle. C'est que l'entreprise, 99,99999% des femmes et des hommes dans les entreprises essayent de faire bien leur boulot, essayent de le faire non pas comme des pirates, mais essayent de le faire avec toute leur conscience professionnelle. Et pour autant, on se retrouve face à des parties impactées, qu'on appelle des parties prenantes, qui disent « Mais attendez, ce que vous êtes en train de faire, mais c'est pas du tout bien ce que vous faites, je me sens impacté négativement. » Ah ben non, regardez tout ce qu'on fait. Regardez, c'est VSN, 30 ans d'histoire de dialogue social remarquable avec Antoine Riboud, et qui en 2002, la France est dans la rue pour dire on boycotte les petits lus parce que VSN avait fermé 2 sites à Rennes et à Caen. Donc vous avez beau faire un boulot formidable, vous avez et vous aurez et toujours des parties qui vont se sentir impactées négativement par votre travail. Et donc, vous avez donc à piloter des désaccords. Alors si vous commencez, alors, je sais pas, on a évoqué Areva, imaginez Areva et Greenpeace dans la même salle, je connais bien le sujet, je ne suis pas sûr qu'on les mette d'accord. Avec Patrick Vivray, on a fait un atelier à Grenoble il y a 3 semaines, où on était une trentaine avec des pour et des contre le nucléaire. Comment on peut se mettre d'accord lorsque l'opposition est si frontale? Certainement pas en disant « t'as tort ». C'est moi qui ai raison. Certainement pas en disant « t'y connais rien, viens faire un tour dans mon entreprise ou viens faire un tour dans mon association et tu t'y connaîtras un petit peu plus ». Donc certainement pas. Comment on peut faire pour trouver des points d'accord entre des gens et des positions aussi radicales? On a parlé d'OGM, etc. Donc pour pouvoir le faire
pas le temps de vous donner un élément de méthode, mais ça se fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre les gens d'accord, c'est de trouver des points de convergence sur lesquels on peut décider de faire ensemble des choses, même si on a un désaccord sur tout. Je ne vais pas citer l'entreprise, mais j'ai fait une mission commanditée par une grosse entreprise auprès d'organisations internationales extrêmement virulentes et très opposées à cette organisation. Et mon boulot, c'était de préparer le terrain pour que les relations puissent s'enclencher. Certaines des organisations refusant de serrer la main à tout représentant de cette entreprise. Donc c'est pas très facile de se mettre d'accord quand vous avez quelqu'un qui refuse même de vous voir. Et donc, je suis reçu, donc c'était en Suisse, par une organisation internationale, et donc c'est la personne qui était une femme, que j'ai trouvée extrêmement mature, donc qui était absolument au courant de qui j'étais, de la part de qui je venais, et quelles étaient les questions que j'allais lui poser. En 10 minutes, elle me dit, mais je suis en désaccord complet avec cette organisation, avec cette entreprise, et puis même son business model, c'est une entreprise qui extrayait des ressources du sous-sol, je suis en désaccord complet parce qu'on ne privatise pas des ressources qui appartiennent au bien commun. Donc je suis en désaccord absolument sur tout avec cette entreprise. Ça a duré 10 minutes. Elle commençait à se lever pour me serrer la main, pour m'inviter à partir. Je suis resté 4h30 dans son bureau. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pendant 4h30 dans son bureau? Eh bien si, ça vous regarde. Précisément, ça vous regarde. Parce que nous sommes arrivés au bout de 4h30 à trouver un point de convergence, qui était de dire, nous allons proposer à cette entreprise, qui ne pourra pas changer son business model en 1 an, elle ne pourra pas le changer en 10 ans. Je cite cette femme qui m'a reçu. Elle disait, il faudra 50 ans à cette entreprise pour changer son business model. Donc ce n'était pas une gamine qui tapait des pieds sur le sol pour dire que cette entreprise n'a qu'à changer. Nous proposons, me dit-elle, de construire un petit groupe de travail dans lequel nous souhaitons être présents pour élaborer le business model alternatif à 50 ans. Nous sommes en désaccord sur tout avec vous, mais par contre nous sommes d'accord pour construire le business model alternatif à 50 ans. Donc nous sommes tous concernés par cette question-là, puisque effectivement il a fallu un peu de temps pour trouver ce point de convergence qui était acceptable par les deux parties. Mais à partir du moment où c'est acceptable par les deux parties, nous pouvons décider d'agir ensemble, alors que nous sommes en désaccord sur tout. Il vaut mieux faire ça plutôt que d'être sur le toit à appeler le journal de 20h ou s'enchaîner aux grilles ou au rail ou je ne sais pas où pour cette entreprise. Donc vous voyez que ces deux dimensions nécessitent une maturité relationnelle, une maturité personnelle et relationnelle. Et donc, je vais terminer par ce transparent, donc pour dire, aussi peut-être quand même vous donner dans cette, pour être concret dans la construction en fait ce que Patrick Vivray parle de féconder les désaccords, j'aime beaucoup cette expression. Donc en fait, il y a 3 choses à faire. Premièrement, c'est de faire apparaître tout le non-dit, qui est un non-dit émotionnel. Par exemple, le travail qu'on a fait l'autre jour à Grenoble, on a mis dans la salle, il y a toujours 4 coins dans une salle, sauf quand elle est ronde, on a mis d'un côté tous ceux qui se sentaient confortables avec le mot nucléaire, pas avec l'énergie nucléaire, avec le mot nucléaire. L'autre côté, tous ceux qui n'étaient pas confortables avec le mot nucléaire. Alors c'est intéressant, parce qu'on a demandé, et puis alors, il y avait ceux qui ne savaient pas, et ceux qui étaient confortables selon, et pas confortables selon. Et on a demandé à chacun des 4 coins d'exprimer pourquoi je suis confortable, pourquoi je ne suis pas confortable, ou pourquoi je ne sais pas. Et donc chacun s'est exprimé, chacun avait la liberté de se déplacer, je pouvais changer de coin, aller dans un coin, dans un autre coin. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ceux qui étaient confortables ont dit tout de suite, mais moi, nucléaire, ça me fait penser au noyau, ça me fait penser à la vie. Quelqu'un d'autre, ça me fait penser au soleil. Moi, ça me fait penser à la vie. Ah. Puis ensuite, on a demandé à l'autre coin, et pourquoi vous ne vous sentez pas confortable avec le mot? Ah ben parce que moi ça me fait penser aux armes, aux armements, à la guerre nucléaire, ça me fait penser à la mort. Intéressant. Donc ça veut dire que des arrière-pensées, pour certains il y a de la vie, pour certains il y a de la mort. Vous pouvez imaginer la difficulté à se mettre d'accord quand il y a des arrière-plans aussi profonds. Alors il y avait d'ailleurs des opposants nucléaires qui étaient dans ceux qui se sentaient confortables avec le mot nucléaire. Intéressant. Il y a des repositionnements qui sont intéressants. Deuxième étape qu'on a fait, c'est de dire, on va prendre 2 personnes, une personne qui se sent confortable, une personne qui ne se sent pas confortable, on la met autour d'une table, et tous nous autres, on va les aider à essayer de trouver des points d'accord. Pas des points d'accord sur le nucléaire, mais des points sur lesquels on peut se mettre d'accord ensemble. Donc il y a eu une discussion tout à fait intéressante, et la 3e étape, c'est qu'on a fait 3 colonnes. Les points sur lesquels nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que
que aujourd'hui c'est une énergie, par exemple. Les points sur lesquels nous sommes en désaccord, eh bien, on est en désaccord, il y a les pour, les contre. Et puis les points sur lesquels ça nécessite de l'investigation complémentaire. Par exemple, j'ai apporté l'information selon laquelle 15 jours plus tôt, un rapport était sorti au niveau international qui démontrait que dans le cycle de vie de l'énergie nucléaire, il y avait un taux de CO2 beaucoup plus important que celui dont on parle en France. Alors il y avait un ingénieur du CEA qui a réagi presque en colère en disant non, ça c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai dit, il n'y a pas de souci, si vous voulez, je vous envoie les coordonnées de l'étude et puis vous lirez l'étude. Après, toute étude, ça se conteste, mais en tout cas, il y a une étude qui vient de sortir il y a 15 jours. Et donc on s'est mis d'accord pour investiguer cette question. Autrement dit, vous avez 3 colonnes, on est d'accord sur tout, parce qu'on est d'accord sur les points sur lesquels on est en accord, on est d'accord sur les points sur lesquels on est en désaccord, c'est un accord, et on est d'accord pour investiguer les points qui nécessitent un peu plus de recherche. Autrement dit, d'une position aussi frontale et aussi opposée, on se retrouve avec 3 colonnes sur lesquelles on est d'accord sur chacune des 3 colonnes. C'est quand même formidable. Et donc du coup, on peut commencer à enclencher un travail ensemble. Là où on est d'accord, on va pouvoir faire des choses ensemble. Là où on n'est pas d'accord, on est d'accord de ne plus rien faire. Et puis là où il faut investiguer, on est d'accord d'investiguer ensemble. Donc vous voyez comment cette posture permet de faire bouger les lignes, et du coup, les antis et les pros se sentent tous les deux enrichis. Par exemple, les pros, les antis ont dit c'est vrai que si on résolvait le problème des déchets, je serais d'accord avec l'énergie nucléaire. Donc, vous voyez, un accord conditionné. Les autres qui étaient pour disaient je reconnais qu'effectivement il y a un problème de gouvernance démocratique, parce que si on n'assure pas la gouvernance démocratique, il va y avoir de la dissémination nucléaire, et on va retrouver ça au Pakistan ou je ne sais pas quoi, avec des problèmes d'armement illicite. Donc c'est vrai que je reconnais, je suis pour le nucléaire, mais je reconnais que là il y a un vrai problème. Donc vous voyez que du coup, ce genre de posture permet à chacun finalement de ne pas rester campé sur sa position, mais permet finalement de s'enrichir par le point de vue de l'autre. Mais ça nécessite une maturité relationnelle, une maturité humaine extrêmement importante. Alors je vais terminer sur ce point-là. Donc ça nécessite de travailler sur sa puissance d'intégrité et sa puissance personnelle. Alors intégrité, pour moi, intégrité, je le définis avec 2 niveaux. Intégrité, c'est bien sûr... je mets en bottine ce que j'ai mis en babine, hein, c'est ça? Donc je suis sincère, c'est-à-dire que je fais ce que je dis. Bon, ça c'est le premier niveau d'intégrité. Mais le deuxième niveau d'intégrité, c'est que j'intègre dans mes pratiques ce qui est nécessaire à transformer. Dans mes pratiques, c'est-à-dire moi, Olivier, ou c'est-à-dire mon organisation, l'entreprise, etc. Comment une entreprise est intègre, pas uniquement si elle fait ce qu'elle dit, mais si elle intègre dans ses pratiques ce qui est nécessaire pour transformer ses pratiques, pour être plus responsable au niveau de ses impacts. Et donc, par rapport à ça, je voudrais mettre en évidence 3-4 points qui sont, alors j'appelle ça des ruptures mentales, mais ça nous oblige à quelqu'un a dit tout à l'heure ouvrir la boîte, à ouvrir notre propre boîte. Nous avons tous le cerveau, pas ceux auxquels vous pensez, nous avons un cerveau économique, nous n'avons plus qu'un cerveau économique qui est éveillé, et l'autre cerveau qui est un cerveau sociétal, il est endormi pour la plupart d'entre nous. Pas tout le monde, et si vous êtes là, c'est la preuve qu'il n'est pas endormi, mais pour la plupart de nos compatriotes, il est endormi. Et donc toute la question, je dirais citoyenne ou responsable, selon le terme qu'on utilise, c'est de reconnecter ces 2 cerveaux. Or, pour pouvoir reconnecter le cerveau sociétal, il y a plusieurs effectivement ruptures difficiles. C'est que dans mon axe économique, nous sommes tous ceux qui ont travaillé dans des organisations efficientes ont des modèles d'efficience, et modèles d'efficience nécessitent d'avoir des postures, des comptables, des éléments pour mesurer, des indicateurs. Mais quand vous mesurez un indicateur, je vais vous prendre un exemple. J'ai 2 minutes et je termine. Vous prenez je vais vous prendre un exemple. Vous dites, moi je suis une entreprise responsable parce que j'ai mis une éolienne sur mon toit, et donc vous voyez, je fais du lean green, comme j'ai entendu tout à l'heure. Je fais du lean green. Ok, et vous pouvez vérifier, vous montez là-haut, vous allez pouvoir prendre une photo, l'éolienne existe bien. Et en plus je l'ai mesuré, 20% d'éco-efficience, hein, et donc c'est tellement super que l'année prochaine j'en mets 10. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesurer ma performance d'efficience, c'est-à-dire que j'ai choisi, a priori je ne suis pas complètement idiot, donc je vais choisir une action qui me paraît la plus optimale, mettre une éolienne,
Et donc je vais vérifier qu'effectivement elle est bien mise en place, elle va rester sur un bout de papier, et que je mesure bien qu'elle fonctionne. Mais là on mesure de l'efficience. Mais peut-être que vous allez considérer que ce n'est pas du tout l'action qu'il fallait que je mette en place. Vous, mes parties impactées. Parce que peut-être que je fouette tous mes salariés, peut-être que je passe d'un territoire à un autre pour avoir des subventions publiques, et puis quand j'ai la subvention, je change de territoire, etc. Donc c'est peut-être pas du tout une éolienne qu'il fallait mettre en place. Donc c'est pas dans l'indicateur de mesure de mon efficience de mon éolienne que je vais avoir cette information de est-ce que l'éolienne est la plus optimale pour vous. Donc il va bien falloir rentrer dans cette logique floue qui est que c'est ni oui ni non, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est peut-être. Ce que j'ai mis en place, mon éolienne, peut-être que c'est performant, peut-être que c'est pas performant, ça dépend de vous. C'est plus moi qui peux le décider tout seul. Donc logique floue. Ça nécessite aussi de travailler sur la subjectivité. C'est-à-dire que vous pensez, avec toute votre perception, votre subjectivité, qu'il fallait faire autre chose que de mettre une éolienne. C'est votre perception, c'est subjectif. Ça veut dire qu'il faut que moi, en tant qu'entreprise, j'accepte l'idée, difficile en France, hein, j'accepte l'idée d'aller évaluer la subjectivité de mes partenaires. Très difficile, c'est un pays très cartésien. C'est aussi de rentrer dans une dimension systémique, c'est-à-dire que tout est relié et que la moindre modification que j'interviens dans mon système bouscule la totalité du système. Le système, c'est vous, c'est pas mon organisation, je ne suis qu'une petite part du système. C'est deux dernières choses, c'est aussi une rupture, c'est aussi de considérer que je vous dois des comptes. Le 21e siècle sera très certainement un siècle de, nos amis anglo-saxons parlent d'accountability, de rendre des comptes. Mais pas de rendre des comptes uniquement à mes actionnaires ou à mes institutions représentatives du personnel, rendre des comptes à la société, puisque vous vous sentez impacté. Et si vous vous sentez impacté, vous avez le droit de savoir comment je vous impacte, ce que je fais pour moins vous impacter, et vous avez le droit de participer à décider comment je peux moins vous impacter. Donc comment ça? Il va falloir que je vous rende des comptes alors que vous n'avez jamais acheté mes produits et mes services, que je ne vous connais même pas, vous êtes à l'autre côté de la planète? Rupture mentale. Et dernière rupture mentale, je m'arrêterai là, c'est effectivement c'est que la performance d'une organisation responsable en relation avec une citoyenneté d'entreprise, je ne sais plus comment il faut dire, sa performance ne se mesure plus. Dans l'entreprise du XXe siècle, ma performance, j'ai été dirigeant d'entreprise industrielle, quand je mesurais la performance de l'entreprise que j'avais charge de diriger, on faisait les calculs en euros ou en kilos machin ou en tonnes trucs, et on regardait, on vérifiait qu'on était bien performant. Donc la performance résultait d'un calcul. Aujourd'hui, dans cette entreprise responsable, la performance résulte d'un dialogue. Souvenez-vous les 4 points. Et que pour cela, j'en terminerai là, ça bouscule complètement nos postures mentales, cerveau sociétal, logique floue, etc., mais ça modifie notre alignement personnel. Comment pouvons-nous mettre une entreprise en responsabilité, c'est-à-dire en intégrité, si moi-même je ne suis pas en intégrité ou je ne suis pas dans un chemin d'intégrité? Je termine par là, car c'est la question que tu nous as très chaleureusement enrichi ce matin, et merci à toi, Guy, et merci à vous. Alors, merci beaucoup Olivier. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des yeux pleins d'appétit pour ce que tu disais. Et je trouve que ça, c'est très très bon signe. Je suis aussi frappée des convergences qui sont tangibles quand tu parles de mettre ensemble différents cerveaux. Je ne sais pas si c'est un corps calleux qu'il faudrait nous implanter, mais en tout cas, on sent bien que la transition est là. Et je suis aussi, à titre plus personnel par rapport à Vivagora, très impressionnée quand tu parles de faire fructifier les désaccords, combien de manière précise, dans un travail que nous faisons sur les nanotechnologies et les produits solaires, les entreprises travaillent typiquement exactement sur identifier les points, ce sur quoi on peut se mettre d'accord, effectivement, et qui crée un espace commun. Et enfin, pour terminer sur le point du dialogue, le dialogue comme la valeur d'existence, en fait, on sait bien qu'à titre personnel, nous n'existons que par les autres. En fait, l'organisme même qui est une entreprise ne vit que dans le regard des uns et des autres et trouve sa valeur dans ce cadre-là. Alors, on va prendre quelques questions, 2 ou 3, parce que Antoine nous dit qu'effectivement, nous avons aussi de l'appétit pour d'autres choses.
Alors. Je pense que j'ai pas besoin de micro. Tout simplement, on est tous d'accord sur les mêmes sujets, on a les mêmes convergences, on a les mêmes idées, et puis en face de nous, on a les actionnaires qui n'ont rien à faire. Oui, alors on va prendre d'autres. Allez-y, allez-y. Oui, moi simplement, je reviens sur le capital immatériel. J'étais fort intéressé, d'une part par la réaction de Joël de René. Il y a 15 jours, j'étais à une réunion où il était présent, où il présentait son bouquin Surfer la vie, tout à fait remarquable. Et je lui ai posé la question du capital immatériel, c'est-à-dire la valorisation de l'entreprise, non pas avec le schéma comptable, le bilan que l'on connaît, ou plutôt en plus de ce bilan, qui devient nécessaire, la valoriser par ce qu'on appelle le capital immatériel. Et il s'est presque fâché en disant, écoutez, il y a 10 ans, Thierry Breton m'a demandé de faire un rapport sur le capital immatériel avec d'autres spécialistes. Nous avons sorti 450 pages et rien n'en est sorti. Ce à quoi je lui ai répondu, écoutez, j'ai rencontré Alan Fustek de Goodwill Management dernièrement, et il a fait un autre rapport pour Christine Lagarde, revient par loin, etc. Ça a l'air de démarrer en France quand même, cette perception de l'entreprise, que l'entreprise, tout ce qui n'est pas dans le bilan, en particulier les clients et le personnel, par exemple, ou l'ambiance, enfin, toutes ces choses très difficiles à analyser, commence à être pris en compte, et il y a même, je dirais peut-être pas des normes, mais enfin, il y a des choses qui commencent à sortir. Donc, je vois là un espoir, je dirais, et même des méthodes. Donc, je voulais un petit peu avoir votre sentiment sur cette évolution. Y a-t-il deux ou trois autres... Merci. Alors, moi, je représente une société qui fait des outils participatifs, et je voulais aborder la question de la démocratie participative qui a été évoquée. En résumé, moi, je pense qu'on a des outils très performants, des choses très intéressantes, des expérimentations qui ont été menées depuis des années. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'on a ça s'est finalement très peu développé en France, la démocratie participative. Alors, moi j'ai quelques pistes, j'ai quelques idées là-dessus, je voulais savoir comment vous expliquez ça et comment on pourrait endiguer ce phénomène et accélérer un petit peu là-dessus. C'est bon, on passe à une réponse un peu globale de nos intervenants. Olivier. C'est rigolo parce que vous avez posé la question et vous avez eu la réponse. Donc, bravo. Est-ce que vous pensez qu'un actionnaire se désintéresse de ce qui est le plus important pour lui? Ce qui est le plus important pour lui, c'est de gagner de l'argent. Le reste, c'est complètement... Absolument. Ok. Ce qui intéresse, c'est les délocalisations, c'est les licenciements, c'est gagner le plus de fric possible. Heureusement que tous les actionnaires ne sont pas comme ça, mais j'entends. En tout cas, ce qui est important pour lui, c'est d'assurer effectivement la viabilité de son capital qu'il a investi. Vous êtes d'accord avec moi? Individuel. Par définition, l'actionnaire apporte son épargne, son capital, et ce qui est important pour lui, c'est que son capital puisse se valoriser. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Or, comme le dit très bien monsieur, vous avez aujourd'hui la majorité du capital, à 75%, est immatériel. Donc il est étonnant que la plupart de nos actionnaires se préoccupent uniquement des 25% de leur capital. Et donc on en revient à cette reconnexion des deux cerveaux. Car si l'essentiel, j'étais frappé dans la présentation du Lean tout à l'heure, vous avez parlé de gaspillage, et j'étais frappé que pour moi il manquait deux éléments importants. Le premier élément qui a été évoqué par Guy, qui est toute la capacité créative et toute la capacité d'individuation de la personne. Si on écrase les personnes, c'est pas un gaspillage. Et la deuxième chose qui m'a surpris, c'est que manquait toute la dimension de ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire la manière dont une organisation externalise ses charges sur la société. Donc c'est-à-dire que si j'optimise mes ressources in-out, mais je le fais d'une manière au détriment de la société, c'est pas un gaspillage. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel de la valeur créée par une entreprise à 75% est immatériel. Donc pourquoi, ce serait une question intéressante à poser, pourquoi la majorité de nos actionnaires ne se préoccupent que des 25%? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que nos actionnaires puissent prendre en compte les 75 autres pourcents? Mon expérience modeste
c'est que je travaille avec des dirigeants et avec des actionnaires. Et que quand on arrive à montrer comment on va pouvoir gagner plus d'argent en travaillant sur le 75% et d'intégrer dans le 75% une partie du 75% qui est la qualité de relation avec la société, les actionnaires, ils n'entendent plus la même chose. Ils disent, tiens, il y a du profit économique à se faire en faisant du profit sociétal. Parce qu'on a oublié, on dit toujours que l'entreprise est faite pour faire du profit, mais on a oublié que le profit n'était pas simplement économique, il devait être aussi sociétal, sinon c'est la mort de l'entreprise, puisque c'est la mort de la société. Donc, vous avez raison, si on prend une photo instantanée, cela étant, les petites lumières dont vous nous avez parlé montrent qu'il y a des actionnaires qui sont aujourd'hui tout à fait conscients de cela et qui s'y mettent. Mais évidemment, ça nécessite de construire une réponse adaptée à l'entreprise qui valorise la performance économique de l'entreprise basée sur sa capacité à créer de la performance sociétale. Et là, je crois qu'on en est à l'âge de pierre, très très modestement, j'en suis aussi, on est à l'âge de pierre pour pouvoir apprécier, valoriser, évaluer comment se crée cette valeur sociétale, qui la détermine et comment on l'évalue. Ça, c'est ma première élément de réponse. Sur l'autre question, sur les outils participatifs et démocratie participative, peut-être juste un petit mot là-dessus, c'est qu'effectivement, bon, il faudrait revenir vraiment aux fondamentaux de qu'est-ce que c'est qu'une démocratie et qu'est-ce que c'est qu'une dimension participative ou une dimension collaborative. Bon, là, j'ai pas le temps de répondre là-dessus, mais ça vaudrait le coup de revisiter ces deux mots dans démocratie participative. C'est vraiment important. En attendant, le lieu de l'entreprise ou le lieu d'une collectivité, encore plus, mais le lieu d'une entreprise est un lieu qui nécessite de revisiter la question de la relation au pouvoir. Pas simplement le pouvoir d'autorité, au sens c'est moi le patron, tu obéis sinon tu dégages, même si c'est dit de façon plus polie, mais les patrons d'autorité, c'est-à-dire la capacité de conduire. Et ça rejoint ce que nous disait Guy ce matin, l'autorité, c'est pouvoir rendre l'autre créateur et acteur de sa vie, de son travail. Donc démocratie participative, comment dans l'entreprise, on peut travailler sur la mobilisation des intelligences de façon collaborative pour faire en sorte que chacun devienne acteur et créateur dans l'entreprise, évidemment, de sa vie. Alors juste un petit complément de réponse pour asseoir ce que vous avez dit. Une des valeurs du pacte, c'est vraiment l'éducation, la société éducative et l'éducation tout au sein de la vie dans la société. Et ça, c'est ce que vous avez dit. À partir du moment où on explique l'intégralité des éléments du système, eh bien, les gens se mettent à comprendre. Donc l'actionnaire va se mettre à comprendre. La même chose avec Inside Job. Pourquoi on l'a fait? Parce que les citoyens ne comprennent pas forcément tous les impacts qu'il y a de la finance. Ils pensent que c'est un monde ailleurs, ok, d'accord, ils nous embêtent, ils pourraient payer un peu plus, mais ils ne se rendent pas compte que ça les impacte au quotidien et qu'on ne s'en sortira jamais, même en taxant la classe moyenne, les pauvres, les machins, les trucs, si on ne va pas remettre tout le système à plat. Et ce système, il nous échappe aujourd'hui. Donc on est dans une société éducative où il faut que tout le monde comprenne. Et quand on a compris, on vote différemment, on s'implique différemment, on achète différemment, on ira faire un arbitrage financier sur telle ou telle action différemment. Donc il n'y a que la société éducative qui peut nous permettre d'avancer tous ensemble dans la bonne direction. Et ça c'est une des valeurs fondamentales du pacte et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Pour répondre peut-être sur la partie démocratie participative et les nouvelles technologies, moi je dirais que c'est très très lié aussi à la notion de génération. On regarde les printemps arabes, eh bien, ils n'ont pas eu besoin d'un outil très sophistiqué, ils ont eu besoin de Facebook et ils ont besoin d'Internet pour pouvoir tous se retrouver dans la rue, pour pouvoir mettre en avant les valeurs qu'ils voulaient et la société qu'ils voulaient. Ils n'ont pas eu besoin de choses très très compliquées, mais c'est vrai qu'eux, ils ont une pyramide des âges qui fait que les jeunes sont nés avec un ordinateur entre les mains. Nous, c'est très différent. On a aujourd'hui encore au poste de commandement ou de prise de décision des personnes de 40, 50 ans, qui sont d'ailleurs très crispées sur leur poste de commandement, qui ne sont pas du tout férus des nouvelles technologies, donc c'est pas eux qui vont faire avancer le schmilblick. Et par contre, les jeunes générations, les fameuses générations Y et Z même, qui sont en train d'entrer dans les entreprises, elles ont envie de pouvoir partager différemment la relation de pouvoir au sein de l'entreprise, mais aussi en
j'allais dire, en échange aussi avec la société. Donc là, les choses vont véritablement changer. C'est d'ailleurs un très gros problème pour les entreprises parce qu'elles ne savent pas les intégrer. Tout du moins, les grandes entreprises. Les petites, j'ai moins de vision, mais les très grandes, elles sont complètement larguées. Hein, c'est même assez terrible. Et dans les entreprises et dans la société, j'ai bon espoir avec ces nouvelles générations qui arrivent, qui sont nées avec ces outils-là. Et nous-mêmes au Pacte, on regarde de près les technologies qui existent. On est en train de regarder et de voir comment on va pouvoir les mettre en pratique, les promouvoir et les utiliser. Parce que bien évidemment, ce sont des outils faramineux pour justement pouvoir mieux partager les prises de décision. Bon, je sais qu'il y a une personne aussi qui est très impliquée là-dessus, mais il va y arriver dans les prochaines années. Le tribunal international pénal contre les crimes contre la planète qui va arriver, qui sera totalement sur Internet. Donc il y a énormément de choses qui vont se faire. Merci. Alors moi je voudrais juste, avant de clore cette table ronde, peut-être pour revenir à notre ancrage de cette table ronde, qui était cette question de notre mutation personnelle, insister sur cette question, je reviens au nucléaire, la vie, la mort. Je pense que nous devons essayer de travailler sur une attitude modeste, sensible à l'ambivalence. La vie est dans la mort est dans la vie. Et ce point-là est extrêmement important du point de vue de la démocratie, de la gouvernance démocratique, c'est-à-dire la possibilité de bien comprendre que nous sommes toujours à la bordure de l'un ou l'autre à sa position, et que peut-être finalement cette polarisation technophile, technophobe est entretenue. Et moi je pense essentiel que les politiques reprennent la main sur cette organisation du débat contradictoire de manière sereine, contrairement à ce qui se passe en France, et je dirais que les pays voisins ont des organes de dialogue de parties prenantes, comme le Rathenoid Institute ou le Danish Board of Technology, que nous n'avons pas, puisqu'il y a des instances différentes, et que ça fait partie effectivement d'une approche peut-être un peu plus tranquille, que développent beaucoup de structures comme l'Institut Confiance aujourd'hui, travaillent sur la confiance, pour essayer de réunir, on parle beaucoup de la biodiversité culturelle, la biodiversité sociale. Merci Antoine. Merci beaucoup, j'ai bien conscience qu'il y avait, je crois effectivement qu'on doit applaudir à cette table ronde qui était magnifique. Excusez-moi, la pression sur le temps m'amène à avoir chanté ce moment. Non, c'est important. Je vous dirais, mon sentiment, c'est qu'on a certainement eu beaucoup de prétentions à vouloir traiter le sujet en 1 heure. Simplement, je voulais que ce débat ait lieu, que les choses soient dites quelque part, parce qu'il est important qu'on y revienne et qu'on approfondisse. Pour moi, c'est le point de départ d'un axe important. L'an dernier, on l'avait à peine esquissé sur cette question-là. Et cette fois-ci, on est revenu en profondeur avec des intervenants de très haut niveau, dont je vous remercie de vous être prêté à ce jeu difficile, mais passionnant pour tous. Je voudrais aussi dire toute mon admiration pour la maîtrise de soi de Bénédicte par rapport à la défaillance technique qui a eu lieu. Et pour qu'elle en garde un bon souvenir, je me réserve une petite surprise. Elle aura droit donc à quelque chose pour s'en remettre. Bénédicte. Merci beaucoup. Par ailleurs, je voudrais, donc effectivement, il était prévu un petit film sur le pacte civique qui dure 3 minutes, donc je vous demande de regarder ce film, et ensuite on va aller déjeuner un repas bio et solidaire proposé par les Délices d'Alice de Créteil. Voilà, il s'agit des principales personnes engagées au niveau du pacte civique, qui sont soit représentantes des associations, les premières signataires, dont le club de Budapest. C'est de provoquer une prise de conscience, et à partir de cette prise de conscience, de déclencher des actions. Ben, il y a une urgence parce que d'un côté on sent que le système politique est un peu englué dans ses difficultés, et en même temps il y a un besoin d'espérance, même un germe d'espérance qui se lève dans la société auquel il faut donner un débouché. Je pense qu'on arrive à un moment de crise de civilisation, parce que cette crise financière,
elle a mis en lumière des dysfonctionnements, des déséquilibres très très profonds qui existaient déjà depuis extrêmement longtemps. La société est devenue beaucoup plus individualiste qu'elle ne l'était. D'un certain point de vue, c'est très bien que chacun puisse développer son autonomie, sa responsabilité, mais il le fera bien, il s'épanouira bien s'il a un bon regard sur les autres, une bonne écoute des autres, et s'il sent qu'il a lui-même de la part des autres une bonne écoute. Et si les plus éloignés du droit commun sont oubliés, ça veut dire que tous les membres de la société sont oubliés. Une société qui ne fait pas la place aux plus démunis d'entre nous est une société qui oublie chacun de ses membres. Le pacte civique marque parfaitement cette ambivalence qu'il y a entre les choses qui indignent et ce qui compte tout de même, et c'est très 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 important de ne pas se laisser aller seulement à l'indignation. Nous avons besoin de l'émergence d'une conscience citoyenne mondiale, et le pacte civique peut être aussi anticipateur de nouvelles formes de citoyenneté continentale et pourquoi pas demain planétaire. Et ce qui définit la qualité démocratique, c'est précisément la montée en citoyenneté, et des initiatives comme le pacte civique participent de cette demande citoyenne sur la qualité. Il y a une forme d'individuation, c'est-à-dire qu'un travail de développement personnel, un travail de transformation personnelle qui est en chemin, qui est en route, qui touche toutes les franges de la société. Et ce qu'il faut à présent, c'est arriver à relier et faire de ces singularités, de les relier autour de projets collectifs. Or, l'expérience vécue par les gens, c'est une mine formidable de compétences. Comment résoudre les problèmes qu'ils vivent, les premiers à pouvoir porter le diagnostic réel sur la réalité des problèmes, les premiers à pouvoir participer à l'invention de solutions qui soient adaptées à la réalité des problèmes, quels qu'ils vivent, ce sont les gens eux-mêmes. C'est cette opportunité, finalement, de relier des altérités, des différences, de faire vraiment un mouvement, une dynamique à travers des diversités d'expression, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau des associations, des organisations, des entreprises, des coopératives, et bien sûr en allant interpeller les institutions et les partis politiques. Il y a des possibilités de réinventer une démocratie fondée non pas sur une substitution de la délégation par la démocratie directe, mais sur la capacité de réalimenter en énergie et en légitimité la démocratie de représentation par ce qu'on appelle la participation, ce que moi j'aime beaucoup plus appeler de l'implication. Le pacte civique, c'est une nouvelle approche du changement. Ce pacte civique, il privilégie 4 impératifs. Être créatif, être sobre, être juste, être fraternel. Il s'agit de changer nos mentalités individuelles et collective. Justement, dans une perspective de transformation personnelle et de transformation sociale, il nous semble qu'il faut être plusieurs pour agir sur la société. Il faut 3 types de changements. Changement individuel, changement organisationnel, changement institutionnel et politique. Ces 3 changements doivent être menés ensemble parce qu'ils se conditionnent mutuellement. Les problèmes ne se régleront pas par des mesures qui agiraient au fond indépendamment de nous. C'est nous qui devons prendre en charge les problèmes et les résoudre de manière responsable. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est celle d'Alexander Lowen qui dit « Traverser la vie le cœur fermé, c'est comme faire un voyage en mer au fond de la cale ». Et par conséquent, qui nous appelle à monter sur le pont, ben, je pense que des initiatives citoyennes telles que le pacte civique ont pour objet de nous inviter à monter sur le pont. Et donc je vous dis, venez nous rejoindre vers plus de lumière et plus de confiance. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la métaphore maritime de notre ami Patrick Vivray, d'autant plus que tout à l'heure, vous allez avoir des innovations qui viennent droit de la marine et qui vous font chaud au cœur. Allez, bon appétit, et à tout à l'heure. Oui, avec André. J'avais bien fait. Oui, c'est le gaspillage. Oui, non, beaucoup de compétences.